Bonsoir, bienvenue au cours 3. Ce soir, dans le cours 3, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un médicament, l'origine des médicaments, les différentes façons d'appeler un médicament et la façon dont celui-ci agit sur le corps humain. On avait déjà commencé à aborder certains de ces sujets-là au cours 2. J'ai recommencé en fait du début. Donc, on va commencer le chapitre 2 dans votre genolière. Vous avez l'option de suivre directement dans votre guide genolière ou de suivre avec le PowerPoint qui est disponible sous l'onglet cours 2. Vous pouvez aussi suivre simplement avec la vidéo et prendre des notes à côté. Même principe que pour chacun des cours. Si vous avez des questions, je vous invite à soit faire pause sur la vidéo et venir me rejoindre dans la visioconférence pour poser immédiatement vos questions, ou vous pouvez les prendre en note pour qu'on en discute en groupe quand on fait les retours par visioconférence. Au dernier cours, on avait vu en fait qu'un médicament, donc la pharmacothérapie, c'est l'utilisation thérapeutique des médicaments. On peut utiliser les substances qu'on considère comme des médicaments pour établir un diagnostic, pour soulager des symptômes, donc par exemple comme la nausée, des démangeaisons, de la douleur. Donc, on pourrait soulager des symptômes d'une pathologie. On peut les utiliser dans certains cas pour carrément guérir une pathologie, donc modifier les fonctions qui sont altérées dans le cas d'une maladie, par exemple, ou pour protéger les cellules quand on parle, par exemple, d'un antibiotique ou un antiviral. Donc, le but ultime, c'est d'empêcher la destruction de nos cellules et les symptômes de la maladie. Les médicaments ont différentes origines. Donc, quand on parle d'origine d'un médicament, c'est vraiment à la base, la molécule qui a été utilisée pour créer ce médicament-là peut provenir de différents endroits. Elle peut être d'origine végétale. Donc, la majorité des médicaments sont fabriqués à la base à partir d'une plante. Qu'on parle de morphine ou de codéine, par exemple, qui vient de la graine de pavot. On peut passer à l'aspirine, qui vient de l'écorce de saule. Donc, les médicaments, à la base, pour la plupart, ont été créés à base de plantes. Maintenant, souvent, c'est les molécules qui proviennent de la plante qui ont été identifiées. Et là, les médicaments vont être fabriqués de façon synthétique en laboratoire pour éviter qu'on ait à utiliser des quantités astronomiques de plantes et qu'on détruise l'environnement. Beaucoup de médicaments étaient d'origine animale autrefois. Maintenant, de par les risques là, de contamination quand ça provient de sources animales, c'est beaucoup moins utilisé. Mais l'insuline, par exemple, provenait des pancréas de porc ou de vache. Donc, on utilisait pour prendre cette hormone-là qu'on utilise pour faire baisser la glycémie. Les médicaments peuvent être d'origine minérale, donc provenir des minéraux. Beaucoup quand on parle de suppléments, par exemple, comme le fer, le calcium, le potassium, etc. C'est des médicaments qui sont d'origine minérale. On a des médicaments qui proviennent d'origine humaine, comme par exemple les immunoglobulines, qui sont des anticorps qu'on pourrait administrer à un patient, ou les transfusions sanguines, qui sont du sang d'un être humain qu'on va transfuser à un autre être humain après qu'il a été testé et qu'on ait retiré certaines composantes. Donc, quand on fait un don de sang, le sang va être séparé en différentes parties qui vont être utilisées pour différentes raisons. On a beaucoup de médicaments d'origine synthétique. Donc, maintenant, le plus souvent, c'est ce qu'on va avoir, c'est qu'on va prendre une molécule qui provient soit d'origine végétale ou animale, puis on va fabriquer cette molécule-là de façon synthétique en laboratoire. Presque toutes les classes maintenant de médicaments sont d'origine synthétique. Quand on parle de médicaments d'origine microbiologique, c'est généralement, par exemple, quand on va cultiver en laboratoire des champignons ou des bactéries et qu'on va les utiliser pour traiter certaines infections. Puis tout ce qui est biotechnologique, c'est qu'on va en fait prendre en laboratoire des micro-organismes qu'on va modifier génétiquement, puis en les modifiant, on va les utiliser pour prévenir certaines maladies ou pour remplacer certaines hormones. Quand on pense, par exemple, au vaccin de l'hépatite B, donc c'est un vaccin qui est d'origine biotechnologique. On a parlé au dernier cours des différentes appellations d'un médicament. Donc, un seul médicament peut porter 3 noms différents. Ces noms-là sont d'origine un peu tous semblables. Ils ont tous leur raison d'être.
Dans le milieu de la santé, le nom qu'on utilise le plus souvent, c'est le nom générique. Le nom générique, c'est un nom qui est formé à partir du principe actif. Donc, le médicament, la partie qui agit dans le médicament, en fait, c'est souvent ce qui va donner le nom générique au médicament. Quand on parle du nom chimique, c'est vraiment sa composition chimique. Donc, c'est un nom qui est beaucoup plus complexe. Qui va être utilisé principalement pour la fabrication du médicament ou pour l'utilisation en laboratoire, mais ce n'est pas un nom que vous allez entendre fréquemment. Quand on parle du nom commercial, le nom commercial, c'est un nom qui va être donné par le fabricant au moment de sa fabrication. Donc, le médicament d'origine, quand il a été créé, la compagnie pharmaceutique va lui donner un nom commercial et ce nom commercial-là va désigner un médicament. Pour un même médicament, on peut avoir plusieurs compagnies qui fabriquent ce médicament-là. Donc, une même molécule, par exemple, l'acétaminophène, qui est le nom générique, peut porter plusieurs noms en fonction des compagnies qui le fabriquent. Donc, par exemple, on peut avoir le Tylenol, le Tempra ou même la marque personnelle, la marque sans nom, qui fabriquent tout le même médicament, donc toute la même molécule qui est l'acétaminophène, mais qui va porter des noms différents en fonction de la compagnie commerciale qui le fabrique. Mais quand on veut savoir c'est quoi le médicament à l'intérieur, c'est vraiment par le nom générique, généralement, qu'on va l'appeler. Quand vous allez travailler, c'est beaucoup les noms génériques que vous allez entendre, mais aussi les noms commerciaux, ça va dépendre du médicament. Mais peu importe où je travaille, que je travaille ici ou en Europe, le nom générique va être le même. Par contre, les noms commerciaux vont être différents parce que les compagnies qui fabriquent ce médicament-là vont donner des noms qui sont très variables. Donc, dans votre général, à la page 44, vous avez un exemple pour la dénomination de l'acétaminophène, qui est le Tylenol, comme qu'on appelle communément. Donc, vous voyez que son nom chimique, c'est le N-acétylparaminophénol. C'est un nom qu'on n'entend jamais. En fait, c'est le nom, la composition chimique du médicament. Le nom générique, c'est l'acétaminophène. Donc, c'est le médicament qui est à l'intérieur. Et on a différents noms commerciaux, comme par exemple Tylenol, Tempra, Abenol. Ça, c'est des noms vraiment que la compagnie donne aux médicaments. On avait parlé du compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, qui est en fait l'ouvrage de référence au Canada pour les professionnels de la santé pour tout ce qui est les médicaments. Donc, c'est vraiment un gros livre qui comprend tous les médicaments, tout ce qui est la pharmacothérapie. Et c'est l'ouvrage de référence quand on cherche des informations sur des médicaments. Il y a des livres qui sont dérivés de ce compendium-là, qui est quand même plus complexe à utiliser, plus volumineux. Donc, par exemple, le guide des médicaments de Deglin, c'est celui que nous, on va utiliser, ou le Pharmafiche, qui est aussi un manuel de référence qui peut être utilisé pour les médicaments. L'idée ultime, c'est que quand on administre un médicament, on a besoin de certaines informations, puis on va utiliser les guides pour aller chercher ces informations-là. Mais la référence, c'est le CPS, qui se trouve souvent dans les milieux de soins où vous allez travailler, il va en avoir un, qui n'est pas nécessairement la dernière version à jour, mais qui contient quand même beaucoup d'informations. La seule chose, c'est qu'il faut être très habile et habitué de l'utiliser pour aller rechercher les informations pertinentes pour notre travail. C'est pour ça que souvent, on va utiliser des guides qui sont simplifiés et qui sont concentrés plus sur les soins infirmiers. Parce que le CPS s'adresse autant aux pharmaciens, aux médecins, aux infirmières. Donc, il y a beaucoup plus d'informations et beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement pertinentes quand on prépare des médicaments et qu'on veut des informations en lien avec les soins aux infirmiers. On va les retrouver, les informations, mais il faut vraiment aller les rechercher parmi beaucoup d'autres informations. C'est là où on était rendu. Donc, on était rendu à l'effet des médicaments sur le corps humain. De façon générale, quand on prend un médicament, il y a différentes étapes qui vont être franchies par ce médicament-là. Donc, du moment où le médicament va entrer dans le corps humain, au moment où il va être éliminé, il y a différentes étapes qu'on va voir ensemble. Quand on parle de pharmacocinétique, donc la pharmacocinétique, c'est ce parcours-là que le médicament va traverser dans l'organisme humain.
Donc, la pharmacocinétique, elle est importante. Elle nous permet, en fait, de comprendre puis de donner des informations sur c'est quoi la meilleure voie d'administration pour un médicament, c'est quoi la posologie qui est nécessaire pour qu'on ait un taux de médicament dans l'organisme qui est assez efficace pour que ce médicament-là fasse effet. Ça nous donne des informations sur, par exemple, c'est quoi l'horaire d'administration qui est la plus adéquate pour un médicament. Donc, on va parler ensemble de pharmacocinétique par rapport à différents types de médicaments. Avant qu'on commence à parler de pharmacocinétique, on va parler juste rapidement, en fait, de la composition d'un médicament. Dans un médicament, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, mais par exemple, dans une pilule, il y a différents ingrédients. Donc, la pilule, ce n'est pas simplement l'ensemble des ingrédients de la pilule, ce n'est pas juste le médicament comme tel. Il y a à l'intérieur ce qu'on appelle le principe actif. Le principe actif, c'est l'ingrédient qui va exercer la fonction pour laquelle on prend le médicament. Donc, le principe actif, si on parle, par exemple, de l'aspirine. L'aspirine, c'est l'ingrédient qui va faire en sorte que la douleur va diminuer et qu'on peut faire baisser la fièvre. Donc, le principe actif, c'est le médicament comme tel, c'est l'ingrédient actif qui permet de faire la fonction. À l'intérieur du comprimé, on a aussi d'autres ingrédients, d'autres substances qui nous permettent que le médicament ait cette forme-là. Donc, on a par exemple des différents ingrédients, comme on a vu, du bicarbonate pour diminuer l'acidité. On peut avoir des médicaments pour faciliter la digestion, pour faire que le médicament se dissout au bon moment. Donc, dans un même médicament, il n'y a pas juste une substance active, mais il y a d'autres ingrédients qui nous permettent de prendre ce médicament-là et qu'il aille faire son effet au bon endroit. Donc, c'est un ensemble d'ingrédients qui crée le comprimé ou la pilule, par exemple. Quand on prend un médicament, donc le médicament va agir de différentes façons. Si on regarde les différentes parties de l'action d'un médicament, la première partie, c'est le début d'action. Donc, par exemple, si on va y aller avec un exemple d'un médicament par la bouche, je prends la pilule, je la mets dans ma bouche et je l'avale. La période entre le moment où j'ai avalé ma pilule et le moment où je commence à ressentir les effets ou le moment où le médicament commence à faire effet, il y a une période de temps et cette période-là, c'est ce qu'on appelle le début d'action. Donc, c'est pas parce que je mets la pilule dans ma bouche et que je l'avale que tout de suite le médicament commence à faire effet. Il faut que la pilule descende, elle se retrouve dans mon estomac, elle soit dissoute, que le médicament se retrouve dans ma circulation sanguine avant de pouvoir se rendre à l'endroit où il doit faire son effet. Donc, on parle de début d'action pour le temps entre quand je prends la pilule et le moment où le médicament commence à faire effet. Quand on parle de pic d'action, le pic, donc le pointu, si on pensait par exemple on dessinait une montagne, le pic d'action, c'est le sommet de la montagne. Donc, c'est le moment où le médicament est à sa concentration maximum dans le sang. Donc, ça veut dire que le médicament a été absorbé, il s'est retrouvé dans la circulation sanguine et c'est le moment où il y en a le plus dans mon sang. Donc, c'est le moment où le médicament fait le plus son effet. Le pic d'action, c'est important de le comprendre parce que quand on va donner certains médicaments, je donne par exemple le Tylenol, le moment où, dépendant de la façon dont il est administré par la bouche ou intrarectale, mais par exemple, quand je prends le comprimé Tylenol, bien, il ne fera pas effet tout de suite. Si, par exemple, j'ai mal à la tête, ça va prendre un moment entre le temps où je prends ma pilule et où mon mal de tête commence à diminuer. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le début d'action. Puis là, à un moment donné, la quantité de médicaments présente dans mon sang va être à son maximum. Donc, c'est là où le médicament va faire son maximum d'effet. Si le médicament agit de façon adéquate, quand le Tylenol est à son plein effet, je ne devrais plus avoir mal à la tête. Donc, le médicament devrait être à son plein effet. Je devrais ressentir les effets du médicament au maximum. Donc, mon mal de tête devrait diminuer. Quand on parle de la durée d'action, c'est pendant combien de temps ce médicament-là va faire ses effets. Donc, par exemple, je vais prendre mon Tylenol. Ça va prendre 45 minutes à 1 heure avant que le médicament soit à son plein effet. Donc là, il est au pic d'action.
Pendant un certain temps, il va avoir suffisamment de molécules dans mon sang pour continuer de faire son action. Puis là, progressivement, je vais éliminer le médicament, donc par mes reins. Je vais éliminer le médicament. Puis là, je n'aurai plus assez de médicaments dans mon sang pour qu'il fasse son effet. Donc, quand on parle de durée d'action, c'est la période pendant laquelle le médicament est en quantité suffisante dans mon sang pour que j'en ressente les effets. Donc, quand on parle du Tylenol, par exemple, j'ai un gros mal de tête, j'avale ma pilule. Du moment où j'ai avalé ma pilule au moment où je commence à ressentir les effets, donc au moment où le médicament commence à faire ses effets, c'est ce qu'on appelle le début d'action. Quand le médicament est à sa quantité maximum dans mon sang, donc quand il est vraiment en quantité la plus importante, c'est le pic d'action. Et là, je devrais avoir l'effet maximal du médicament. Tout le temps que le médicament va être en quantité suffisante dans mon sang pour que je ressente les effets, c'est ce qu'on appelle la durée d'action du médicament. Quand on parle du Tylenol, par exemple, la durée d'action va être de 4 à 6 heures, ce qui veut dire que pendant 4 à 6 heures, je devrais ressentir les effets du Tylenol. Au bout de 6 heures, je ne ressens plus les effets parce que j'en ai éliminé tellement de Tylenol, donc d'acétaminophène, que j'en ai plus suffisamment dans mon sang pour que ça ait bloqué la transmission du message de douleur. Donc, au bout de 4 à 6 heures, je vais redevoir prendre une nouvelle dose pour avoir les effets du médicament parce que j'en ai plus assez dans mon sang. Donc, c'est ce qu'on parle de la durée d'action. Il y a 3 éléments qui vont influencer la pharmacocinétique, donc qui vont influencer le parcours du médicament dans le corps. La voie d'administration va influencer beaucoup parce que quand on parle de pharmacocinétique, on parle du moment où je prends le médicament jusqu'au moment où il se retrouve dans mon sang et le moment où il est éliminé. Si je dois prendre un médicament par la bouche, donc par exemple par la voie orale, pour que mon médicament se retrouve dans mon sang, il va devoir suivre un parcours qui est beaucoup plus long que si je l'injecte directement dans une veine. Vous comprendrez que si j'avale la pilule, elle doit descendre dans mon œsophage, se retrouver dans mon estomac, être dissous dans mon estomac. Puis là, dépendant du type de médicament, l'absorption va commencer à se faire au niveau des intestins. L'absorption va faire en sorte que la molécule active, le principe actif, va se retrouver dans ma circulation sanguine. Dans la circulation sanguine, il va être, par les contractions du cœur, va aller se promener partout, va se retrouver au niveau du foie, au niveau des reins. Donc, ça prend un parcours quand même important pour se rendre, par exemple, pour bloquer la transmission de l'influx nerveux au niveau de la douleur. Tandis que si je l'injecte dans mes veines, je n'ai pas du tout le parcours du tube digestif à faire, je suis directement dans mon sang. Donc, le début d'action du médicament va être beaucoup plus court si c'est directement dans le sang que si je dois le prendre par la bouche et que ça doit se rendre jusqu'à dans mon sang. La posologie, c'est sûr que la quantité de médicaments que je vais prendre va influencer aussi l'action du médicament. L'horaire d'administration, donc si je prends le médicament de façon à ce que la quantité descende jamais suffisamment pour plus en ressentir les effets, mais ça va faire en sorte que le médicament va toujours être dans mon sang, il va toujours agir sur ce quoi il doit agir parce que j'en ai tout le temps assez dans mon sang, tandis que si je prends le médicament, j'attends qu'il disparaisse de mon sang, j'en reprends, j'attends qu'il disparaisse de mon sang, mais l'efficacité va être moins grande parce qu'il y a des périodes où j'ai plus assez de médicaments pour qu'il fasse son effet dans mon corps. Donc, quand on parle de pharmacocinétique, la première étape de la pharmacocinétique, je suis dans votre chenillère à la page 49, c'est l'absorption. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'absorption? C'est le moment où les molécules du médicament vont entrer dans le corps et vont passer dans le sang de la personne. Donc, quand on prend, par exemple, un médicament par la bouche, le médicament doit se rendre jusque dans l'intestin pour être absorbé dans la circulation sanguine, ce qui fait que ça va prendre beaucoup plus de temps. Si, par exemple, mon médicament que je prends par la bouche, bien, il va dépendre, par exemple, de l'acidité dans mon estomac. Il va dépendre de est-ce que la muqueuse de mon intestin est intacte? Est-ce que la muqueuse de mon estomac est intacte? Il va y avoir plusieurs éléments qui vont faire que ça va prendre plus ou moins de temps pour le médicament de se rendre dans mon sang. Si j'utilise la voie d'administration intraveineuse, vous comprendrez que comme j'injecte directement dans le sang de la personne le médicament, dans ses vaisseaux sanguins,
le début d'action et le pic d'action vont être beaucoup, beaucoup plus courts parce que c'est directement là où je veux que ça aille versus quand on le prend par la bouche. Les voies d'administration vont influencer beaucoup la vitesse à laquelle le médicament se retrouve dans le sang. Quand on donne un médicament, par exemple, par la voie intrarectale, on va aller porter un médicament au niveau de l'ampoule rectale. Au niveau de l'ampoule rectale, c'est une muqueuse qui est très, très, très vascularisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la muqueuse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc, quand j'insère le suppositoire, par exemple, au niveau du rectum, le médicament va être absorbé directement par cette muqueuse-là. Il va se retrouver beaucoup plus rapidement dans le sang que si j'administre un médicament par la bouche. Donc, la voie d'administration va agir sur l'absorption du médicament, donc sur le trajet que la molécule va devoir faire du moment où elle est ingérée ou prise par le corps humain, dépendant de la voie, et qu'elle se retrouve dans le sang. Les différentes voies d'administration qu'on a, la première voie, c'est la voie parentérale. Donc, quand on parle de voie parentérale, c'est quand on utilise une autre voie que le tube digestif. Donc, tout ce qui est, par exemple, les injections sous-cutanées, intramusculaires, la voie intradermique ou la voie intraveineuse, c'est toutes des voies d'administration qu'on dit parentérales. Quand on administre un médicament dans un muscle, ça implique qu'on va donner une injection. Donc, on va prendre une aiguille qui est suffisamment longue et on va injecter le médicament dans un muscle. Donc, par exemple, si j'administre un médicament au niveau du deltoïde, on va aller piquer, traverser la peau, la couche cutanée et aller porter le médicament directement dans le muscle. Le muscle, il contient beaucoup de vaisseaux sanguins, ce qui fait que l'absorption va être beaucoup plus rapide parce qu'on est très près des vaisseaux sanguins. Donc, le début d'action va être environ de 10 à 20 minutes. Donc, ça va quand même assez vite qu'on se retrouve avec l'effet du médicament. Par la voie sous-cutanée, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a moins de vaisseaux sanguins au niveau des tissus sous-cutanés. Donc là, on est entre la peau et le muscle, dans le tissu sous la peau, le tissu graisseux, qu'on va administrer généralement, par exemple, sur la face arrière des bras ou qu'on peut administrer dans l'abdomen ou sur les cuisses, par exemple. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'on est un petit peu moins près des vaisseaux sanguins. Quand on parle d'intradermique, c'est vraiment dans la première couche de peau. Donc, on va vraiment aller porter dans le derme le médicament. C'est une injection qui est très, très, très superficielle qu'on utilise pour des tests diagnostiques, par exemple pour la tuberculose. Ce n'est pas une voie par laquelle on va administrer un médicament. Puis, comme je vous disais, la voie intraveineuse, mais on injecte directement dans les veines. Donc, l'effet est quasi immédiat, mais ce n'est pas une voie d'administration que, comme infirmière auxiliaire, vous êtes autorisé à utiliser. C'est réservé à l'infirmière. Par la bouche, c'est la voie qu'on utilise le plus souvent, donc la voie orale ou péros. C'est la voie qui est privilégiée parce qu'elle est la moins coûteuse. Donc, ça ne coûte pas cher, c'est pas compliqué. Par contre, c'est beaucoup plus long parce que le médicament va devoir être ingéré, dissous, puis absorbé pour pouvoir se retrouver dans la circulation sanguine. Donc, ça peut prendre de 30 à 60 minutes avant que le médicament soit à son pic d'action. Quand on parle de voies muqueuses, donc les muqueuses, on se rappelle que c'est tous les tissus qui tapissent les cavités du corps humain. Donc, les muqueuses, on en a par exemple au niveau de la bouche, au niveau du nez, au niveau des yeux, on en a au niveau du rectum, au niveau des voies vaginales. Donc, c'est des muqueuses qui sont bien vascularisées. Donc, le contact avec le médicament et la muqueuse fait que le médicament se retrouve plus rapidement dans la circulation sanguine. Donc, par exemple, si je veux administrer un médicament que je veux qu'il fasse effet plus rapidement, par exemple, l'Ativan, on peut le placer sous la langue et le laisser fondre. Et cette voie-là, qui est la voie qu'on dit sublinguale, cette voie-là fait que le médicament est absorbé beaucoup plus rapidement. Au niveau rectal, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus rapide comme absorption. Quand on parle de la voie cutanée, donc la voie cutanée ou transdermique, c'est la même chose. C'est quand on va appliquer un timbre, par exemple. Donc, le médicament va devoir traverser la peau, les tissus cutanés se retrouver dans la circulation sanguine. C'est un médicament qui va avoir une absorption qui est beaucoup plus lente. Donc, ça prend beaucoup plus de temps au médicament pour pouvoir faire son effet. La voie cutanée ou transdermique pour administrer des médicaments, c'est généralement par un timbre qu'on va coller sur la peau et qu'on va laisser en place pour qu'il y ait une absorption continue de ce médicament-là.
Quand on parle de distribution, donc la distribution, c'est le moment où le médicament se retrouve dans le sang du patient et le moment où il va aller rejoindre son site où il va faire son effet. Donc, il va être distribué dans le corps humain, il va être diffusé dans le corps humain pour se rendre jusqu'aux cellules et pouvoir faire son action. Il y a différents facteurs qui vont influencer la diffusion du médicament. Le premier, en fait, c'est le débit sanguin de la personne. Donc, la circulation sanguine du patient va influencer la vitesse à laquelle le médicament va se rendre au bon endroit. Il va y avoir aussi comme élément qui va influencer la capacité du médicament à sortir des vaisseaux sanguins. Donc, ça va prendre combien de temps au médicament de sortir des vaisseaux sanguins pour aller se rendre jusqu'aux cellules là où il doit faire son action. Puis, il va y avoir la capacité du médicament à, même s'il est sorti des vaisseaux sanguins, pour qu'il soit capable de rentrer dans nos cellules pour faire son action. Donc, il y a différents facteurs qui vont influencer la vitesse à laquelle le médicament va se répartir et va se rendre au bon endroit où il doit faire effet. C'est sûr que plus j'ai une masse musculaire importante, plus j'ai des vaisseaux sanguins qui sont sains, un cœur qui est en santé, qui est efficace, mais plus le médicament risque d'agir rapidement. Donc, il y a une influence beaucoup sur tout ce qui est la capacité, la forme physique du patient va avoir une influence sur la vitesse à laquelle le médicament se répartit dans le corps humain. Quand on parle de distribution, donc le médicament, quand il sort des vaisseaux sanguins qui se retrouvent au niveau des cellules, quand il arrive dans la cellule, généralement, c'est à ce moment-là qu'on commence à sentir les effets du médicament. C'est à ce moment-là où le médicament débute son action. Parce que tant qu'il n'est pas sorti de l'endroit où il a été administré pour se rendre jusqu'aux cellules, ben, on ne peut pas avoir un effet qui agit. Donc, il faut que le médicament soit d'abord absorbé, se retrouve dans la circulation sanguine, se répartissent dans le corps, puis entrent dans les cellules pour pouvoir aller faire son action. Par exemple, un patient qui a une mauvaise distribution, donc le médicament ne peut pas se rendre efficacement aux cellules. Dans certains cas, on va devoir ajuster les doses. Des fois à la baisse, des fois à la hausse. Par exemple, un patient qui est très maigre, qui a des muscles qui sont moins bien formés, que sa circulation est moins efficace, on va devoir ajuster les doses et diminuer les doses, par exemple, ou augmenter les doses en fonction des besoins. Quand on parle du métabolisme, donc le métabolisme, c'est en fait toutes les transformations qui vont se faire pour que le médicament puisse aller faire son action. Donc, le métabolisme, c'est des enzymes, donc des protéines qui vont aller dégrader le médicament, le transformer pour lui permettre de se rendre, par exemple, au niveau des cellules et de faire son action. Le métabolisme, il se fait principalement par le foie. Donc, il faut que le foie du patient soit en santé pour pouvoir faire ces transformations-là, pour permettre aux médicaments soit d'être éliminés ou soit d'aller agir de façon efficace. Pour que ces transformations-là se fassent, il faut un foie en santé, mais le métabolisme se fait aussi par les poumons, par le rein, par le sang du patient, donc et par les intestins. Il faut que toutes ces organes-là dans le corps humain de la personne soient en santé pour permettre que tout ce qui est la modification chimique du médicament se fasse. Donc, pour éliminer un médicament, pour pouvoir le faire sortir du corps humain par les reins, il faut ces modifications-là. Il faut que le foie sécrète des enzymes qui vont aller dégrader la structure chimique du médicament pour qu'il puisse être éliminé dans les urines. Si mon foie ne fonctionne pas bien et que je ne peux pas dégrader les molécules chimiques, je ne pourrai pas les éliminer par mes reins. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, je vais me retrouver avec une quantité de médicaments dans mon sang qui continue d'augmenter chaque fois que je prends ce médicament-là parce qu'il n'est pas bien éliminé. Ce qui fait qu'un patient qui a un problème de foie, il faut souvent ajuster les doses de médicaments à la baisse parce qu'on sait qu'il va les éliminer moins bien. Et là, il y a un risque de toxicité. Donc, le métabolisme, ça aide le médicament à agir, mais ça aide aussi à dégrader le médicament pour qu'il puisse être éliminé, principalement par les reins. Donc, c'est le foie qui joue la majeure partie. On a donc besoin d'un foie en santé. Ce qui fait qu'un patient qui a un problème hépatique, une insuffisance hépatique, les doses de médicaments vont devoir être ajustées. Quand
Quand on parle d'excrétion ou d'élimination, c'est la même chose. C'est l'étape où là, le médicament il est pompé par le cœur, il va se retrouver dans la circulation sanguine, il va être apporté par les reins. Donc, souvent, après avoir été transformé par le foie, les molécules de médicaments qui sont inactives vont arriver dans les reins et ils vont être éliminés du corps humain. Si j'ai des reins qui ne fonctionnent pas bien, l'élimination du médicament risque de se faire de façon inefficace. Un patient qui souffre d'insuffisance rénale, qui a des reins qui ne fonctionnent pas bien, va avoir de la difficulté à éliminer le médicament, ce qui fait qu'il est plus à risque que le médicament s'accumule dans son sang et qu'il se retrouve avec des problèmes de toxicité. C'est le rein qui est le principal organe de l'élimination des médicaments, mais il n'y a pas juste le rein. Le foie aussi contribue à éliminer les médicaments, le gros intestin, la peau et le système respiratoire. Donc, même par les voies respiratoires, on peut éliminer du médicament, mais c'est vraiment en quantité qui est beaucoup plus faible. Le principal organe, c'est les reins et le foie qui vont vraiment agir sur le fait que le médicament, on le rend progressivement inactif et on l'élimine de notre corps. C'est important de s'assurer donc que ces organes-là fonctionnent bien quand on donne un médicament et les médecins et les pharmaciens vont s'assurer d'ajuster les doses en fonction de la situation. Parce que quand on parle de toxicité, quand il y a une accumulation trop importante de médicaments dans le sang, le médicament ne fait plus son effet bénéfique et risque d'être dangereux pour la santé du patient. Donc, tous les patients qui ont des problèmes de foie, comme les cirrhoses, les hépatites ou qui ont des problèmes de reins, bien, il faut être vigilant quand on donne les médicaments parce qu'on sait qu'ils risquent d'être moins bien éliminés. Quand on parle de demi-vie d'un médicament, donc la demi-vie du médicament, c'est le temps que ça prend pour que le corps élimine la moitié de la dose d'un médicament. On va écouter un petit vidéo. Je vais mettre le lien, en fait, sur sur le Moodle du cours 3. Puis je vais vous inviter à faire pause, en fait, à arrêter la vidéo en ce moment, puis à aller écouter celui sur la demi-vie. Puis on reviendra ensuite avec un deuxième vidéo pour le cours 3.